Hello! J'ouvre enfin un tout nouveau carnet de lecture. Nous sommes le jeudi 13 février, il était grand temps. Donc installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Je vous prends rapidement en vidéo parce que j'ai enchaîné les rendez-vous ce matin. Là, il faut que j'aille chercher ma fille chez ma mère. Et j'ai des choses prévues cet après-midi, donc je vous prends assez rapidement pour vous parler lecture, bien entendu. Donc, je voulais vous parler notamment de ma lecture audio en cours puisque j'ai pas mal avancé. Il me reste 3 heures d'écoute sur une lecture audio qui en faisait 14 heures. On est donc, toujours sur la même lecture audio, c'est-à-dire que je suis plongée dans le premier tome d'une trilogie de fantasy adulte, young adulte, qui s'appelle The Nightshade Crown et le premier tome s'intitule The Foxglove King et je suis plongée dedans. C'est une histoire assez particulière puisqu'on est sur une histoire dans un monde inventé de toutes pièces où on est à la citadelle. Et la citadelle, c'est une cour royale qui s'apparente un petit peu à Versailles, avec tout le luxe que l'on peut retrouver à Versailles, hein. Et donc, on fait la connaissance dans ce monde inventé de Laure, qui est une trafiquante de poison. Et elle est nécromancienne un peu, enfin en tout cas ça s'apparente à la nécromancie. Elle est en capacité de contrôler ce qu'on appelle la mortem et en fait elle est en capacité de donner vie ou de reprendre la vie à des personnes qui sont mortes tout simplement. Du coup on fait la connaissance de Laure qui essaye d'échapper aux gardes royaux lorsqu'elle elle envisage de faire une transaction de poison. Et elle se fait prendre, tout simplement. Elle se fait prendre et donc on va lui attribuer une mission. Donc c'est le roi Auguste et le prêtre, alors je sais plus, Anton, je crois, il s'appelle, qui lui qui lui attribue une mission. Et donc ils vont lui octroyer pour ça un partenaire, hein, Gab. Et on leur dit très clairement que Laure et Gab doivent absolument accepter cette mission. Ils n'ont pas le choix parce que sinon ils sont bannis et envoyés sur ce qu'on appelle les îles calcinées, donc ils sont clairement bannis. Donc pour éviter d'aller sur les îles calcinées, ils acceptent la mission qu'on leur propose et donc l'objectif c'est d'espionner le prince héritier, Bastian, puisque le roi pense que Bastian est corrompu et s'amuse à détruire les villages aux alentours et à tuer tous les villageois. Donc voilà un petit peu la mission qui va être celle de Laure et celle de Gabriel, donc le fameux Gab. Et donc ils vont devoir se rapprocher de ce Bastian. C'est plutôt sympathique à écouter, moi j'aime bien. On est dans un monde fantasy qui est assez original, où effectivement il y a beaucoup de descriptions, donc on voit bien ce côté très fastueux, luxueux de la cour royale. On est dans des manigances politiques, dans des secrets, dans des complots, on est dans de l'espionnage, donc c'est quelque chose qui est assez dynamique malgré tout, même si ça reste plutôt un roman d'ambiance, puisque pour l'instant dans ce premier tome, on voit bien qu'on est on instaure le monde, on explique un petit peu ce qu'il en est, on détaille beaucoup les descriptions. Mais il n'y a pas énormément d'actions qui en découlent pour le moment, mais ça n'empêche que le récit est dynamique parce qu'il y a tous ces complots, toutes ces machinations, tout ça, on a très envie de savoir ce qui se passe et on a très envie de comprendre pourquoi les villageois sont tués et qui est à la manœuvre de tout ça. Laure est un personnage assez touchant, je la trouve relativement badass comme personnage, sans pour autant être trop dans la caricature. Et du coup, elle est très agréable et j'aime beaucoup suivre un petit peu ses aventures. Ce qui me plaît un petit peu moins, c'est qu'on est dans une sorte de romantaisie un peu, donc il va y avoir une espèce
bah, de triangle amoureux avec, Gab et Bastian, hein. Bon, je vous spoil pas grand chose en vous disant ça, mais il y a un espèce de triangle amoureux là qui commence à s'instaurer et j'avoue qu'on s'en serait, royalement passé parce que ce qui est vraiment intéressant et ce qui est vraiment intriguant, c'est, bah, tout ce qui, est lié à l'assassinat des villageois et tout ce qui est lié, aux intrigues politiques plus qu'à cette intrigue amoureuse qu'on s'en fiche un peu, on va le dire, hein. Donc voilà, donc ça c'est le petit truc où vraiment clairement moi je m'en serais un petit peu passée, mais sinon, pour le moment c'est une lecture audio que j'aime bien. Ça me permet de m'évader un peu, j'aime bien là d'écouter de la fantaisie comme ça, je trouve ça plutôt plaisant. Donc j'ai vu que le deuxième tome, j'ai pas le nom du deuxième tome, mais le deuxième tome est disponible sur Audible, donc je pense que ce sera, un de mes prochains achats Audible et puis, bah, pour le reste, on verra. Je vais voir, je crois que le troisième tome de mémoire, il paraît en mars, en version papier, donc à voir quand il paraîtra à l'audio, parce que pour le coup, sur une trilogie que je commence à l'audio, bah, je vais la poursuivre à l'audio et je trouve qu'en plus elle s'écoute très, très bien à l'audio, donc tant qu'à faire, continuons là-dessus. Mais pour le moment, c'est une belle découverte, c'est une belle découverte. Je ne sais pas si vous connaissez, moi perso, j'en avais pas du tout entendu parler. J'en ai, entendu parler lorsque, j'ai, pu, prétendre à ce partenariat sur la plateforme NetGalley, mais sinon, j'en avais vraiment pas entendu parler. Donc, donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur, cette lecture audio. Donc là, je prends mon café, je finis mon petit cookie et je vais prendre la voiture pour aller chez ma mère. Donc je vais continuer d'écouter, ce roman. Je suis en train de mettre des cookies partout. Génial. Et voilà. Donc j'espère vraiment pouvoir vous en faire un retour, complet bientôt parce que bon, il me reste 3 heures d'écoute, c'est vraiment pas grand-chose. 3 4 heures je crois il me reste. J'ai écouté plus de 70 donc j'espère que je vais pouvoir, continuer à écouter. Je vous avoue que je profite pas mal du fait d'avoir des nuits hachées encore pour écouter à l'audio, parce que sinon c'est vrai que les livres audio, moi j'en écoute beaucoup, enfin j'en écoutais beaucoup quand, j'allais travailler notamment, dans les transports et tout, mais étant donné qu'en ce moment je suis en congé maternité, bon bah, j'en écoute moins. Donc j'écoute vraiment, pendant les nuits notamment et quand je fais mes tâches ménagères un peu, mais sinon, je n'ai pas forcément beaucoup le temps pour l'audio en ce moment. Côté, lecture papier, j'ai terminé, cette semaine 2 romans. Donc j'ai d'abord terminé Prisonnière de l'hiver russe de Chanel Malka. Je viens vous en reparler, mais franchement, je peux déjà vous dire que j'ai adoré ce roman, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est encore une petite pépite publiée chez Hurlevent et bon, je ne vous le répète jamais assez, mais si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, foncez. Prenez n'importe quelle parution parce que franchement, elles sont toutes qualitatives et celle-ci ne fait pas exception à la règle. Et j'ai également terminé cette petite romance donc de Emma Green, My Dear Dandy. Je vous en parle dans la vidéo que j'ai publiée pour la Saint-Valentin. Donc vous l'aurez normalement ce soir sur ma chaîne YouTube. Et donc je vous ai fait une petite sélection des dernières romances que j'ai pu lire. Et la duologie d'Emma Green, Oh My Lord et My Dear Dandy en fait partie. Donc vous pourrez retrouver mon avis sur cette vidéo-là. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, mais sachez que c'est une romance que j'ai beaucoup aimée, que j'ai vraiment dévorée et j'ai préféré ce second tome au premier. On retrouve un trope un petit peu enemy to lovers avec des personnages qui sont très charismatiques, qui sortent un peu des sentiers battus et il y a pas mal de petits tropes un peu sympas qu'on retrouve dans l'histoire, notamment à un moment vous avez le trope, fake boyfriend et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal fait et si vous avez envie d'une petite romance, bah celle-ci franchement elle est sacrément chouette à lire. Donc voilà, Emma Green, en tout cas, je l'ai dit dans ma vidéo sur la romance et je vous le redis ici, ce ne sera pas mon dernier roman d'Emma Green, loin de là. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau lecture. Donc je termine mon café, je me dépêche, il faut absolument que j'y aille. Je suis un petit peu dépitée en plus, je vous avoue aujourd'hui parce que jeudi 13 février, 13 h, c'était une date à marquer absolument d'une pierre blanche puisque c'était l'ouverture de la vente des passes une journée pour le festival du Hellfest. Et cette année, le vendredi de ce festival-là, au mois de juin, il y a Muse qui passe et j'avais vraiment, vraiment, vraiment très, très hâte et j'avais très envie d'y aller. Donc on s'était
mis en ordre de marche avec mon compagnon pour obtenir des places pour aller voir Muse, parce que franchement Muse, moi, c'est un groupe que j'adore et ça m'embêtait vraiment de passer à côté, en sachant que le Hellfest, c'est à 30 minutes de chez nous, hein, donc vraiment, c'était le moment ou jamais. C'était l'année ou jamais pour aller au Hellfest, sachant que moi, je n'y suis jamais allée, mais mon compagnon est très très fan de ce festival, donc il y est allé plusieurs fois. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de monde à ce festival et qu'on n'a pas réussi à avoir des places, donc je suis un peu dépitée, je vous avouerai. Donc j'avale mon café avec un petit goût amer là quand même, je suis un peu dépitée. Donc je suis pas sûre en plus d'avoir des places en revente parce que bon, franchement Muse, j'ai quand même quelques doutes. Hum. Je suis d'autant plus dégoûtée que c'est la seule date qu'ils font en France cette année, je crois. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça. On peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie, tant pis, c'est comme ça. Mais bon, petit goût amer aujourd'hui. Bref, allez, sur ce, j'arrête de vous raconter ma vie et je vous reprends plus tard. Hello, nous sommes lundi et je vous retrouve en vidéo pour vous parler, comme promis, de ce roman, Prisonnière de l'hiver russe. J'en profite pour prendre mon thé. Je pense que j'ai à peu près un quart d'heure devant moi avant que ma fille se réveille. Donc allons-y, c'est le moment. Donc, Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka. Je suis hyper contente de redécouvrir la plume de l'autrice que j'avais découvert dans La Duchesse de Buckingham, que j'avais vraiment beaucoup aimé. On était vraiment pas loin du coup de cœur. J'avais adoré cette immersion dans le Londres victorien avec toute la partie plutôt à la cour et la partie plutôt à la Charles Dickens dans les rues sales de Londres. Et vraiment, ça avait été une super immersion, j'avais beaucoup aimé. Et donc, je suis très contente, enfin, j'étais en tout cas très contente de retrouver la plume de Shannon Malka parce que je trouve qu'elle est très talentueuse. Donc, et ça se confirme avec ce roman parce que j'ai beaucoup aimé Prisonnière de l'hiver russe. Dans ce roman, on fait la connaissance de Catherine, qui est une cousine éloignée de la reine Victoria. Et donc Catherine est coincée dans un mariage arrangé qui ne lui convient absolument pas. Elle s'ennuie en fait, hein. Elle s'ennuie à la cour d'Angleterre, elle sait pas trop quoi faire avec ce mariage dont elle ne voulait pas. Et un beau jour, elle revit lorsqu'elle apprend qu'elle fait partie de la délégation anglaise qui va rendre visite à la famille Romanov en Russie. Donc, vous l'aurez compris, on est dans les années 1910-1911, je crois, quand démarre le roman. Et on va suivre un petit peu toute la vie de la famille Romanov en Russie. Donc Catherine, elle va faire des allers-retours en Russie sur un certain nombre d'années jusqu'à arriver en 1917 et elle va assister impuissante au déclin de la famille impériale et voilà. Et en gros, c'est ce qui va se passer. Donc c'est vraiment toute l'histoire de la Russie impériale que l'on retrouve dans ce roman, mais pas que, parce qu'on a un petit peu des bribes de ce qui se passe en Angleterre. C'est quand même très centré sur la Russie. Donc si c'est une partie de l'histoire que vous n'aimez pas trop, bon bah ne vous lancez pas là-dedans, clairement. Par contre, si le tsar Nicolas II, la famille Romanov, toutes les rumeurs autour d'Anastasia et des grandes duchesses vous intéressent, foncez parce que vraiment vous allez retrouver tout ce que vous aimez dans ce roman. On est sur un roman d'ambiance. Vraiment, on est sur un vrai roman d'ambiance. Autant dans La Duchesse de Buckingham, il y avait énormément d'action, autant ici, on est sur quelque chose d'assez lent. On est sur un roman historique qui prend son temps. On est sur un roman d'ambiance et même si parfois je trouve que c'est assez pénible ce genre de roman parce qu'il se passe pas grand-chose et que du coup la lecture nous paraît un petit peu plus compliquée, là, ce n'est pas le cas parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. L'ambiance, elle monte vraiment crescendo jusqu'à devenir vraiment suffocante.
Et forcément, bah, on arrive en 1917, on arrive à la révolution bolchévique, on arrive à là où tout s'embrase et donc forcément ça devient complètement, étouffant comme ambiance et pour notre plus grand plaisir. Et en fait, ce qui est vraiment bien fait et ce que l'autrice arrive très bien à faire, c'est qu'elle fait monter la pression petit à petit. Et donc là où au début l'ambiance est très insouciante, très, naïve, très tournée vers le faste, le luxe de la Russie, tout ça. Et bien au fur et à mesure, on se rend compte, de la réalité, du peuple, de la réalité des conditions de vie, du peuple russe, tout ça. Et en fait, bah, au fur et à mesure, on sent que l'ambiance elle monte, elle monte, elle monte, que, la colère gronde et ça on le ressent à toutes les pages et c'est vraiment très bien fait. On se sent un peu prisonnier, comme le titre du livre, hein, c'est très bien choisi, on se sent vraiment prisonnier de cette Russie, on se demande comment on va pouvoir en sortir, on est étouffé et c'est vraiment très bon. Enfin, l'immersion, elle est totale pour moi et c'est ça qui est très bien fait et que Shannon Malka a réussi à faire avec brio, c'est d'instaurer une ambiance qui nous emprisonne et pour laquelle on n'arrive pas à se sortir. L'autre gros point positif de ce roman, et ça je l'ai souligné pour La Duchesse de Buckingham, mais je ne peux que le souligner là encore, ce sont les connaissances historiques de l'autrice. Je trouve qu'elle a des connaissances historiques extrêmement poussées, elle a fait des recherches, ça se sent à fond, vraiment. Il y a plein de notes de bas de page, le roman en est truffé et c'est vrai que c'est hyper agréable parce qu'on apprend plein de choses en fait avec ce roman, plein de choses que l'on ne connaît pas forcément sur la Russie de cette époque-là. C'est vrai qu'on connaît tous l'histoire de la famille Romanov, mais un peu dans les grandes lignes. Et là, elle va vraiment plus loin, elle décortique toutes les dernières années de la famille Romanov. Et c'est très très bon, c'est très bien fait. Et on sent qu'elle maîtrise parfaitement le sujet. Et ça, je ne peux que le souligner parce que c'est très très bon. La fin du roman, autant la fin de La Duchesse de Buckingham m'avait un petit peu déçue parce que je l'avais trouvée beaucoup trop rapide, autant là, elle prend le temps d'amener cette fin, elle nous la délivre sur un plateau d'argent clairement et ce qui est très, très bon, c'est qu'elle arrive à faire un petit clin d'œil à toutes les rumeurs qui ont pu avoir lieu, sur les grandes duchesses, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia notamment et on s'y attend pas forcément et franchement, bah, moi je trouve que ça clôt parfaitement l'histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé, ce petit clin d'œil qu'elle fait à la fin du roman. J'ai trouvé que c'était la petite cerise sur le gâteau, voilà, tout simplement. Donc, vous l'aurez compris, très bon roman. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais suivre les prochaines parutions de Shannon Malka parce que je trouve que c'est une autrice extrêmement talentueuse. Je vous l'ai dit, je vous le redis, ça vaut le coup. Si vous n'avez jamais lu La Duchesse de Buckingham, allez-y parce que franchement, c'est complètement différent de celui-là, mais c'est très très bon. Et alors celui-ci, un petit bijou qui va vous plonger en plein dans l'hiver russe. Alors pas que parce que vous allez voir qu'il y a aussi certains passages qui se passent en été et tout, mais quand même la grosse partie du roman se passe en hiver, donc c'est un roman très très bon pour la saison hivernale. Et, euh, et, je ne sais plus quoi vous dire pour vous convaincre de le lire, vraiment. Si ce n'est, faites-moi confiance. Si vous aimez les romans historiques, que vous aimez l'histoire des Romanov, que vous avez un petit attachement, comme beaucoup, à l'histoire d'Anastasia, eh bien vous allez retrouver tout ça ici. Donc n'hésitez plus un seul instant. Petite précision parce que vous me le demandez souvent quand je vous présente des romans hurlements. Il me semble que ce roman-là n'est pas disponible en e-book sur les éditions Hurlement. Il y a assez peu de romans qui sont disponibles en e-book. Je crois qu'il y a surtout les premiers romans qui ont été publiés. Et celui-ci n'en fait pas partie, il me semble. Je revérifierai quand même pour éviter de vous dire des bêtises. Donc effectivement, c'est quand même un coup parce qu'on est sur un roman. Alors vous avez vu, hein, l'objet livre est superbe, comme tous les romans Hurlevent, mais effectivement, on est sur un roman qui est à 25 €. Donc par rapport à l'objet livre, je trouve que c'est pas énorme, mais ça n'empêche que 25 € pour un roman, ça reste quand même une somme. Donc voilà, je comprends complètement que tout le monde ne puisse pas se permettre de se l'offrir ou qu'il faille attendre de temps à autre avant de craquer pour ce roman, mais si vous avez envie, attendez peut-être une occasion comme un anniversaire ou Noël pour vous faire offrir cette petite pépite parce que vraiment vous ne le regretterez pas. Et puis en plus, dans une bibliothèque, c'est quand même très sympa, on va pas se le cacher.
Côté lecture papier, j'ai 2 lectures en cours. J'ai un roman sur ma liseuse qui est ici, qui est un service presse qui m'a été gentiment envoyé par Fleuve et par NetGalley. C'est un roman de la collection Fleuve Noir. Et donc on est sur un polar danois, donc polar plutôt nordique. Il s'agit de Classer sans suite de Catherine Henberg, j'espère que je n'écorche pas son nom. Et on est sur vraiment une ambiance très hivernale, très lente, à la polar nordique. Hein, voilà, les polars nordiques en règle générale, ce sont des ambiances très lentes. Bah voilà, on est dedans. J'ai pas beaucoup avancé. En fait, j'avais commencé avant de me plonger dans Prisonnière de l'hiver russe, et puis j'ai switché, donc je l'ai un peu mis en stand-by. Faut vraiment que je le reprenne parce que le début est plutôt prometteur, mais je vous avoue que je dois pas être rendue très loin. Hein. Je sais pas combien j'en suis, je dois être à 5% de lecture ou quelque chose comme ça, je suis pas très loin. Et j'ai fait un peu n'importe quoi puisque j'ai pris un autre roman en parallèle en papier qui est sensiblement le même genre de roman puisqu'il s'agit de La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. Premier tome d'une trilogie et bon, je suis très contente de découvrir enfin cette trilogie dont j'ai beaucoup entendu parler. Mais le problème c'est que forcément là on est sur un polar islandais, polar danois. J'ai un peu peur de mélanger les pinceaux dans les deux intrigues. Donc bon, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais essayer de les lire l'un à la suite de l'autre pour pas me mélanger et pour pas les lire en même temps parce que sinon je pense que ça va être chaotique. Lire plusieurs livres à la fois, moi je sais que j'aime bien faire ça, mais j'aime bien faire ça quand les romans sont complètement différents. Si c'est des romans un peu similaires comme ceux-là, bah, je peux être sûre que je vais passer à côté des deux parce que je vais mélanger et finalement je vais rien retenir des intrigues, donc c'est un peu nul. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais vraiment pas dû. J'aurais vraiment pas dû. Mais bon, c'est pas grave, je vais voir ce que je vais faire. Je vais peut-être d'abord lire Classé sans suite parce qu'on est sur un service presse, donc je voudrais le finir rapidement. Et après, je poursuivrai avec La Dame de Reykjavik. Je vous en reparle, mais très probablement dans le prochain carnet de lecture parce que ça m'étonnerait que j'arrive à finir un de ces romans avant la fin de la semaine. Enfin, avant jeudi, parce que je voudrais publier ce carnet de lecture jeudi et je pense que ça va être un peu tendu niveau timing. Voilà, toujours est-il que aujourd'hui, mon objectif c'est de finir absolument ma lecture audio puisqu'il me reste à peu près 1 heure d'écoute. Je vais voir une amie cet après-midi qui habite à peu près à une demi-heure de chez moi. Donc, normalement, si les calculs sont bons, je devrais pouvoir réussir à le terminer. Et je viendrai vous reparler de ce roman bientôt. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que je vais vous laisser là. C'est assez exceptionnel, mais vous avez pu le voir, je n'ai pas été dérangée par ma fille. Elle dort. Ouh, super. Écoutez, bah, très bien, je vais peut-être avoir le temps de me lire un petit peu avant qu'elle se réveille, on va voir. Bref, sur ce, je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, eh bien j'avais pour objectif de finir mon livre audio, mais finalement j'ai eu des coups de téléphone à passer, donc je n'ai pas complètement fini mon livre audio. Il me reste à peu près 1 heure d'écoute, donc écoutez, je vais essayer de finir ça quand même avant la fin de ce carnet de lecture pour vous donner mon avis final. Je suis quand même moins emballée que ce que je pouvais vous dire en début de semaine, donc je vous en reparle, sait-on jamais, peut-être que la fin me fera changer d'avis, mais je reviens un peu sur ce que j'ai dit, je trouve que c'est un petit peu lent quand même et il y a 2-3 petites choses qui me font un peu lever les yeux au ciel, donc à voir ce que ça va donner. Mais voilà, mais toujours est-il que je n'ai pas terminé, donc je vous redonne mon avis sur ce premier tome à la fin de cette écoute audio. Voilà. On est mercredi et je reviens de la bibliothèque, donc je vous montre tout ça, je vous montre ce que j'ai pris, parce que j'ai quand même emprunté 4 livres. On a emprunté un petit peu plus parce que mon fils en a pris aussi, mais je vais pas vous les montrer, ça a peut-être moins d'intérêt pour vous. Mais par contre, j'ai emprunté pas mal de suites de saga, donc je vous montre ça. J'ai donc emprunté 3 tomes de saga et un roman historique. Donc au niveau des tomes de saga, j'ai emprunté
Les détectives du Yorkshire, bien sûr, le 6e tome, Rendez-vous avec la ruse. C'est une saga écrite par Julia Chapman et c'est une saga de cosy mystery que j'aime beaucoup. C'est un peu ma saga chouchou et je la lis en lecture commune avec Nathalie du compte Natty Scarlett. On a décidé de lire ce tome-là tout début mars. Et donc c'est pour ça que je l'ai emprunté maintenant, comme ça je l'aurai dans ma palle. Et donc on va retrouver nos deux personnages principaux, Samson et Delilah, qui vont enquêter sur un adultère. Et une enquête sur un adultère va entraîner d'autres petites enquêtes et normalement on devrait passer un très bon moment avec cette saga. Ensuite j'ai emprunté le 2e tome de la saga Season de Morgane Moncomble, donc Un hiver pour te résister. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais lu Un automne pour te pardonner, le 1er tome, il y a au moins 1 an et demi de ça, je pense. Et j'avais adoré. Franchement, ça avait été un livre à la limite du coup de cœur. J'avais trouvé ça génial. Et du coup, j'ai très hâte de découvrir le 2e tome. Donc ici, on est sur de la new romance, c'est indiqué ici. Je vous mets la 4e de couverture, mais du coup, enfin voilà, comme ça si vous voulez faire un arrêt sur image et capture d'écran, vous pouvez. Sachez que on est dans le domaine du patinage artistique sur ce 2e tome et on va rencontrer Lily et Orion, qui sont deux personnes qui ne se supportent pas. Je crois qu'on est un peu sur un enemy to lovers, il me semble. Voilà. Donc c'est un roman que j'ai hâte de découvrir, même si je n'ai pas vu que des très bons avis sur ce tome-là. J'ai vu pas mal d'avis mitigés. Donc bon, on va voir, mais j'ai quand même hâte de continuer la saga. Et le 3e et 4e tome sont également disponibles à la médiathèque, donc je pense que je les emprunterai à la suite. Comme ça, j'essaierai de terminer la saga pour l'été. Et voilà. Autre saga que je continue, c'est la saga de Camilla Lackberg, la saga Erika Falk. Donc là, on est sur le 9e tome, Le Dompteur de Lion. Il y a au total 11 tomes. Le dernier tome a été publié l'été dernier et franchement, j'aimerais bien finir cette saga cette année parce que ça fait, sans vous mentir, je pense que ça fait au moins 6 ou 7 ans que j'ai commencé cette saga. C'est une saga que j'adore, mais c'est une saga qui a des enquêtes assez, assez prenantes, assez oppressantes et souvent peu ragoûtantes. Enfin, il y a quand même des meurtres particulièrement sordides dans ces tomes-là, dans cette saga-là. Et c'est vrai que je trouve que ce sont des lectures très compliquées. Enfin, j'ai toujours du mal à m'en remettre. Ça me fait toujours froid dans le dos. Et là, j'ai lu la 4e de couverture. Je peux vous la mettre ici. Je pense que on n'est pas en reste sur les meurtres sordides, hein. À mon avis, c'est bien gore. Et du coup, ça me soulève un peu le cœur à chaque fois. Donc je vais essayer de lire ce tome-là prochainement, mais j'avoue que c'est pas le tome de saga par lequel je vais commencer parce que là, tout de suite, 2 mois postpartum, compagnie, enfin, je le sens pas trop, là. Voilà. Donc, du coup, je vais peut-être attendre un peu avant de me plonger dans Le Dompteur de Lion, mais ça n'empêche que c'est une saga que j'aime beaucoup. J'adore les personnages principaux, Erika et Patrick, et je trouve que les enquêtes sont très qualitatives, que l'écriture de l'autrice est très bonne, et il y a un rythme particulièrement bien dosé. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et que j'ai très hâte de continuer. Et pour finir, dernier roman que j'ai emprunté, pour le coup là on est vraiment sur un roman historique one shot, c'est le roman L'autre moitié du monde de Laurine Roux. C'est un roman que j'avais déjà vu pas mal passer, j'en ai beaucoup entendu parler avec des très bons avis, des avis très positifs, mais je ne l'avais pas acheté en fait quand il est sorti. Je m'étais raisonnée et là quand j'ai vu qu'il était à la médiathèque, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le lire, en sachant qu'il n'est pas très gros, il fait 245 pages à peu près. Et il s'agit d'un roman historique qui se passe en Espagne, en plein milieu de la guerre civile. Donc je pense que ça va me plaire. Voilà un petit peu mes emprunts de la médiathèque. Voilà. Donc potentiellement mes prochaines lectures sur les semaines à venir.
nous sommes jeudi matin, je profite d'un petit moment de calme pour venir clore ce carnet de lecture et pour vous donner mes derniers avis, notamment mon avis sur ma lecture audio que j'ai enfin terminée, et je vous ferai un petit update lecture de ma lecture papier. Donc, ma lecture audio, comme vous le savez, j'ai été plongée dans la trilogie The Nightshade Crown, le premier tome qui s'intitule The Foxglove King. Et donc je vous avais dit en début de carnet de lecture qu'on était sur une lecture qui était quand même assez conséquente puisqu'elle fait 15 heures d'écoute. Je vous avais dit que j'étais plutôt bien lancée dans ce roman. C'est vrai que c'était une lecture assez divertissante globalement, mais elle n'a pas complètement répondu à mes attentes. Et en toute honnêteté, je pense que je ne poursuivrai pas cette trilogie parce que je n'ai pas été plus emballée que ça. Et la fantaisie n'étant pas mon genre de prédilection, il faut vraiment que je sois emballée pour poursuivre une saga. Si je suis moyennement emballée, je vais pas perdre mon temps, entre guillemets, à poursuivre une saga qui ne me plaît pas trop. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je ne poursuivrai pas la trilogie. Je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir écouté à l'audio ou pas. Je pense que peut-être en version papier ça aurait été plus simple pour moi, puisqu'on est sur un monde fantasy qui est quand même relativement détaillé. Et pour tout vous avouer, moi je me suis un petit peu perdue dans ce monde. J'aurais aimé avoir sous les yeux une carte, ne serait-ce que ça déjà, une carte. Moi je suis quelqu'un d'assez visuel, donc j'aime bien visualiser le monde que l'autrice crée. J'aime bien identifier un peu les lieux d'un point de vue géographique où ça se trouve et compagnie. Et là, bah, voilà, j'étais plongée dans la citadelle qui est une cour royale. Donc certes, il y a beaucoup de descriptions de cette cour royale, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de nous imaginer un peu le monde, mais d'un point de vue purement géographique, je ne savais pas trop où étaient les différents lieux que l'autrice citait. Et bah, ça, ne serait-ce que ça, en fait, ça m'a perdue. Et après, sur l'histoire en elle-même, il y avait quand même beaucoup de détails qui ont été créés, notamment par rapport aux divinités. Donc vous avez les dieux Apollus, Nyxara, voilà, vous avez tout un tas de dieux. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre qui était qui. Il y a tout un versant un peu religieux avec des livres sacrés. À chaque début de chapitre, vous avez des citations du livre sacré et compagnie. C'est très très bien hein, parce que du coup, on comprend que l'autrice a vraiment créé un monde de toutes pièces et ça nous immerge complètement dans l'histoire. Mais en fait, il y en a tellement des détails qu'il y en a trop. Enfin, il y en a trop. Et moi, j'étais paumée en fait. J'étais paumée dans les différents livres sacrés, les différents dieux, qu'est-ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, pourquoi est-ce qu'on en est là d'un point de vue politique aujourd'hui. Enfin, tout ça, j'ai eu du mal à le comprendre. La magie de la mort, la magie de la vie, enfin tout ça, enfin tout s'entremêlait un peu. Et franchement, ça m'a perdu. Ça m'a perdu. J'ai pas été hyper. Alors, soit j'étais pas assez concentrée, soit il aurait fallu que je le lise en version papier, peut-être, hein, mais pour moi, il y avait trop de détails, trop de choses, et j'ai pas réussi à adhérer à ce monde fantasy. Vraiment, tout simplement. Et en plus de ça, il y a eu autre chose qui m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel pendant une grosse partie de ma lecture, c'est le triangle amoureux, puisque vous avez une romance dans ce premier tome, et j'imagine tout au long de la trilogie. Vous avez une romance, et on est sur un triangle amoureux, et franchement, moi, les triangles amoureux, c'est mon red flag. Je ne peux plus supporter ces triangles amoureux, je ne supporte pas ça. On en a eu beaucoup trop, il y a 10-15 ans de ça, on en a vu fleurir par centaines, voilà. Vous avez, ne serait-ce que si je prends les plus connus, hein, vous avez Twilight, vous avez Hunger Games, franchement les triangles amoureux pour moi c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible à l'heure actuelle. Moi les romances, il me faut une romance avec deux personnes, mais un triangle amoureux, ce n'est pas possible, vraiment. Je sais qu'il y a certaines sagas, notamment de Cozy Mystery, dans lesquelles vous avez des triangles amoureux. Je crois que c'est Meurtre et pépites de chocolat, la saga d'Anna Svensson. Vous avez
Un triangle amoureux, heureusement que je n'ai pas poursuivi cette saga parce que vraiment ça m'aurait énervée. Moi je ne supporte pas ce trope-là, je j'ai du mal avec ça et là, alors certes, on n'est pas sur, de la romance pure et dure, donc ça ne prend pas non plus l'intégralité de l'histoire. Si vous n'êtes pas, fermé à ce trope-là et que vous n'êtes pas, complètement fermé à la romance, ça peut quand même passer, mais moi vraiment, en fait, je voyais pas l'intérêt déjà de mettre une romance dans ce roman de fantasy qui, à mon sens, est très tourné sur les manigances, les secrets, les complots, les intrigues politiques. Et je pense sincèrement que l'autrice aurait pu se concentrer là-dessus, faire en sorte que ce soit très clair pour le lecteur, plutôt que de venir rapporter une romance qui, à mon sens, n'apporte rien du tout, vraiment. Et en plus, on est sur un triangle amoureux qui n'a pas vraiment de saveur, clairement. Et bon, bah voilà. Du coup, ça a été la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase et je trouvais que plus on se rapprochait de la fin, plus ce triangle amoureux prenait une place importante et plus ça me faisait lever les yeux au ciel, hein, clairement. Donc je n'irai pas, sur la suite de cette trilogie. C'est dommage, mais c'est comme ça. En attendant, je remercie quand même, franchement Ned Gallet pour cette découverte parce que, je pense pas que j'aurais eu l'occasion de le découvrir, si je n'avais pas écouté ce roman via Ned Gallet, donc un grand merci. Si vous avez, envie de découvrir une trilogie de fantasy, que vous voulez, vous plonger dans des intrigues politiques, dans une cour royale, un petit peu, sur le mode de Versailles, tentez-le, ça peut vous plaire, franchement ça peut plaire, mais il ne faut pas être allergique à la romance et il ne faut pas, enfin et moi j'aurais tendance quand même à vous conseiller de la lire en papier parce que je pense que je suis passée à côté de trop de choses. Je sais même pas si sur la version papier il y a une carte ou pas, mais en tout cas si sur la version papier il y a une carte, bon bah déjà je pense que ça m'aurait vraiment permis de mieux comprendre le monde dans lequel je m'intégrais. Bref, je ne vais pas en parler pendant des heures et des heures. Toujours est-il que cette saga, moi je la mets de côté. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissez, si vous avez pris parti de la découvrir. Je ne l'ai pas trop vu passer sur les réseaux, cette saga de fantasy. Après, je suis pas beaucoup de comptes de fantasy. Donc bon, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas trop entendu parler. Mais si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger avec vous sur ce premier tome de saga. Et côté lecture papier, j'ai finalement pris le parti de lire le Ragnar Jonasson. Franchement, j'étais bien partie dans l'histoire et vu que c'est assez court, je trouve que c'est assez rythmé. Donc c'était le moment ou jamais. Donc je me suis d'abord plongée dans le Ragnar Jonasson. Je lirai le roman classé sans suite de Catherine Henberg après. Je vais pas les lire en parallèle parce que comme je vous disais, sinon je vais mélanger les pinceaux. Donc je finis d'abord celui-ci. Je vous avoue que j'étais un petit peu frileuse à l'idée de prendre ce roman parce que le seul roman de Ragnar Jonasson que j'ai lu, c'est Reykjavik. C'est un des romans qui a été publié chez La Martinière l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus exactement. Et c'est le roman qu'il a écrit à quatre mains avec la première ministre islandaise. Et ça avait été un flop pour moi. Franchement, j'avais pas du tout adhéré. Bon, l'expérience liseuse avait été un peu chaotique parce que bon, il y avait quelques soucis sur la version liseuse et ça m'avait pas franchement aidé dans ma lecture. Mais en plus de ça, l'intrigue avait été passablement lente et bon, c'était pas. Enfin, moi, ça m'avait pas transcendé, loin de là. Et du coup, depuis, je suis un petit peu frileuse avec Ragnar Jonasson, ce qui est vraiment dommage parce qu'il a écrit quand même beaucoup de polars islandais et bon, bah, j'en ai quand même vu pas mal de positifs. Donc voilà, et étant donné que j'ai cette trilogie dans la palle et que j'ai les 3 livres, je me dis, bon, bah allons-y. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que j'ai commencé La Dame de Reykjavik. Et écoutez, pour le moment, c'est plutôt une bonne surprise parce que je suis quand même beaucoup plus emballée que par Reykjavik qui était un one-shot, hein. Donc c'est d'ailleurs assez drôle parce que vu que c'est un one-shot, on aurait pu se dire qu'il fallait quelque chose d'assez punchy, quelque chose d'assez rythmé, ce que je n'ai absolument pas retrouvé dans Reykjavik. Et par contre, là, je suis sur quelque chose d'assez rythmé. Pourtant, c'est une trilogie, donc on aurait très bien pu imaginer que Ragnar Jonasson prenne son temps pour l'intrigue et continue un petit peu
à développer tout ça sur les autres tomes. Et finalement, bah non, non. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rythmé que ce que j'imaginais et ça fonctionne très bien. Donc pour vous expliquer rapidement l'intrigue, mais je vous en reparlerai dans mon prochain carnet de lecture, on fait la connaissance de Hulda, qui est une inspectrice, qui part à la retraite, hein. Elle part à la retraite, dans un mois, 2 semaines, un mois. Son chef lui retire toutes ses affaires en cours parce qu'elle va être remplacée par un jeune, policier. Donc elle est un peu frustrée quand même, la pauvre, parce qu'elle ne vit, que pour son travail. Elle a une vie personnelle qui est assez, assez solitaire. Et donc du coup, son chef lui propose quand même, de clore sa carrière par une dernière affaire et elle choisit un cold case, qu'elle souhaite, enfin elle choisit ce qu'elle veut, dans les différents cold cases qu'il y a et l'objectif c'est de résoudre ce cold case. Donc elle décide d'enquêter sur la mort d'une jeune Russe qui était, sans papiers et qui était sur le point d'obtenir, ses papiers. Et donc c'était une affaire non résolue qui a été classée en suicide et Hulda n'y croit absolument pas, donc elle décide de reprendre toute cette affaire et c'est ça qu'on va suivre dans ce 1er tome et franchement, bah, je trouve que c'est très rythmé, vraiment, c'est très rythmé. Alors le livre fait, 280 pages, donc forcément, il faut que ce soit enfin, il faut qu'on avance assez vite. Mais je trouve que c'est pas mal parce que les chapitres sont très courts, on a une alternance avec, différentes histoires. On n'a pas que, l'enquête de Hulda, sur la mort de cette jeune Russe, on a différentes histoires qui viennent se greffer à tout ça et en fait, ça vient vachement rythmer l'histoire et bah, pour le moment, franchement, j'aime bien. Donc j'en suis au chapitre 18 et bah, je vais continuer ça tranquillement, je pense aujourd'hui et demain. Vu que j'en suis à la moitié, je pense que ça peut se finir, avant le week-end là et je viendrai vous en reparler, dans le prochain carnet de lecture, mais pour le moment, c'est plutôt une belle surprise. Je vais donc en rester là pour ce, carnet de lecture. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez fait quelques découvertes livresques. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment et quels ont été vos derniers coups de cœur. Vous savez que j'aime bien, avoir vos derniers coups de cœur parce que moi je me fais ma petite liste de romans que j'ai envie de découvrir. Grâce à vous, j'ai découvert quand même pas mal de petites pépites dernièrement. Donc merci pour tous les commentaires que vous laissez sur les différentes vidéos. Merci pour votre enthousiasme, ça fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien je vous propose de mettre un petit flocon de neige en emoji. Parce que bon, vu que j'ai ce roman sous les yeux, je me dis que c'est très bien. Un petit flocon de neige. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas encore si ce sera un carnet de lecture ou si ce sera un quoi de neuf en librairie parce qu'il faut absolument que je vous tourne cette vidéo là. Le mois de mars arrive à grands pas et les nouveautés livresques commencent à s'empiler un peu dans ma wishlist. Donc du coup je vais probablement vous tourner cette vidéo soit sur cette fin de semaine, soit début de semaine prochaine, donc à voir. Ce sera soit un carnet de lecture, soit un quoi de neuf en librairie, mais vous le saurez très très vite. Allez, sur ce, j'arrête de blablater et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!